Et si le véritable champ de bataille ne se trouvait plus seulement face aux lignes ennemies? En Ukraine, la guerre a profondément évolué, dépassant aujourd'hui de loin les simples combats au corps à corps ou les échanges d'artillerie. Un nouvel exemple frappant, des drones modernes, invisibles dans le ciel, larguent désormais des messages de reddition au-dessus de Kupiansk. Ces messages, tombant soudainement sur les tranchées, ordonnent aux soldats de déposer les armes, les pressant de faire un choix crucial alors que chaque minute s'écoule. Ce n'est plus seulement une guerre de balles et d'obus, mais une guerre psychologique où chaque tract, transporté par drone, sème le doute et la peur dans les esprits adverses. Un soldat ukrainien, recevant l'un de ces tracts, témoignait récemment. « C'est la première fois que je me sens aussi isolé, comme si l'ennemi connaissait chacun de mes gestes. » Sur le terrain, la situation des garnisons ukrainiennes devient chaque jour plus critique. Ces unités défensives font face à un encerclement lent et méthodique, rappelant les sièges historiques de Leningrad ou de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Les forces russes avancent pas à pas, sectionnant les lignes de ravitaillement, isolant les unités, coupant toute possibilité de retraite ou de renfort. Toute tentative de fuite ou d'arrivée de renfort devient chaque jour plus périlleuse, chaque route susceptible d'être piégée ou bombardée. Mais la bataille ne s'arrête pas aux soldats. Les frappes ciblées contre les infrastructures critiques bouleversent le quotidien des civils comme des militaires. Les centrales électriques, axes ferroviaires, usines stratégiques, rien n'est épargné. Ces attaques plongent des régions entières dans l'obscurité, désorganisent la logistique et précipitent l'effondrement du système énergétique. À Dnipro, par exemple, une série de frappes a privé près de 100 000 foyers d'électricité pendant plusieurs jours, mettant à l'arrêt les hôpitaux et les services d'urgence. La guerre s'insinue dans les câbles, les rails, les structures invisibles qui maintiennent l'effort de guerre, rendant chaque livraison de vivres ou de munitions un défi de plus en plus risqué. Sous-estimer cette mutation, c'est croire que l'issue du conflit se jouera uniquement à la force brute. Or, ignorer ces tactiques hybrides, c'est s'exposer à des surprises stratégiques, à la perte de contrôle énergétique et à une vulnérabilité croissante face à un adversaire qui frappe là où on s'y attend le moins. Un général ukrainien déclarait récemment « Nous ne sommes pas seulement attaqués sur le front, mais dans nos arrières, dans nos réseaux, dans la tête de nos soldats. » Comment cette pression multidimensionnelle façonne-t-elle concrètement la défense ukrainienne? Pour le comprendre, il faut regarder de plus près la dynamique sur le front de l'Est, où l'évolution des combats offre un aperçu saisissant de cette nouvelle forme de guerre. Derrière chaque explosion, une stratégie invisible tisse sa toile, semblable à la toile d'araignée qui, patiemment, piège sa proie. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine n'a plus rien d'une simple ligne de front. Le territoire est morcelé, fragmenté. Au nord, au sud, jusqu'au sud-ouest, chaque axe devient un champ de bataille où la pression russe augmente sans relâche. Ce n'est plus un affrontement frontal, mais un encerclement progressif, où l'ennemi ferme le piège lentement, méthodiquement. Le cœur de cette manœuvre? Les infrastructures vitales. Les frappes russes ne se contentent plus de viser les soldats adverses. Elles s'acharnent sur les usines, les centrales électriques, les nœuds ferroviaires. Couper le courant, bloquer les ateliers, saboter les rails, chaque opération fragilise la logistique ukrainienne, pièce par pièce, tout comme un joueur d'échecs retire un à un les pions adverses pour préparer le coup décisif. Immédiatement, la défense s'effrite. Les communications se brouillent, le ravitaillement devient rare et périlleux. Certains soldats se retrouvent sans munitions, sans vivres, parfois même sans ordre. L'isolement grandit, la peur s'insinue. Récemment, à Krasny Liman, une unité de 30 soldats a été retrouvée totalement coupée du reste de ses alliés, incapable de communiquer pendant plus de 36 heures. Dans les villes comme Kupiansk, Krasny Liman ou Pokrovsk, le piège urbain se referme. Les combats de rue s'intensifient, mais ce qui inquiète le plus, c'est l'extérieur. Les routes sont coupées, la retraite impossible. Les garnisons encerclées doivent survivre sans renfort, ni secours assurés. À Kupiansk, la population civile qui n'a pas fui se retrouve elle aussi prise au piège, rationnant eau et nourriture,
cherchant refuge dans les caves. Les drones, omniprésents dans le ciel, changent la donne. Ils larguent des explosifs, mais aussi des tracts appelant à la reddition, diffusent en boucle des images de frappe, ravitaillent parfois en secret. Surtout, ils surveillent sans relâche, semant le doute derrière chaque mur. Un capitaine ukrainien confiait « Nous ne savons jamais si un drone nous observe ou s'il prépare une attaque. La tension est permanente. » Cette guerre d'usure ne vise pas seulement les lignes de défense, elle s'attaque à la volonté de résister. L'avenir du pays dépend désormais autant du moral des troupes que de la maîtrise de la logistique. Un seul maillon qui cède, et c'est tout un secteur qui risque de plier. L'histoire offre un parallèle saisissant avec la guerre de Corée, où la résistance dans le froid, l'isolement et la peur a souvent déterminé l'issue des batailles. Mais pourquoi cette stratégie froide et méthodique, loin du fracas des chars, met-elle autant en péril des garnisons aguerries? Pour répondre à cette question, il faut examiner comment la fragmentation du front et la guerre psychologique sapent la cohésion des défenseurs. C'est là que la vulnérabilité logistique devient un facteur décisif, transformant chaque difficulté en menace existentielle. La victoire ne se joue plus sur la simple force des armes. Sur le front ukrainien, la Russie mène une guerre d'asphyxie, patiente et méthodique, bien loin des affrontements spectaculaires. Cette stratégie silencieuse redéfinit les règles du conflit, s'attaquant au fondement même de la résistance ukrainienne, logistique, morale et organisation. On retrouve ici les leçons du siège de Sarajevo, où la ville, privée d'énergie et coupée du monde, a tenu grâce à une résilience extraordinaire, mais au prix de souffrances inouïes. D'abord, l'encerclement progressif s'impose comme une arme principale. À Kupiansk, comme à Liman ou Pokrovsk, les forces russes ne cherchent pas nécessairement l'anéantissement immédiat. Elles ferment les axes, coupent les routes de repli et instaurent une menace permanente d'isolement. Chaque jour, l'étau se resserre, limitant les mouvements et rendant toute relève ou évacuation presque illusoire pour les unités ukrainiennes prises au piège. Cette tactique rappelle celle utilisée lors de la bataille de Dien Bien Phu, où la coupure des voies de ravitaillement a précipité la chute de la garnison. En parallèle, la destruction ciblée des infrastructures frappe au cœur du dispositif adverse. Les frappes russes sur les réseaux électriques, les ateliers, les dépôts de carburant et les jonctions ferroviaires ne relèvent pas du hasard. À Sumy, à Dnipro, dans la région de Zaporizhia, chaque cible vise à désorganiser l'acheminement des renforts et à paralyser la logistique. Privés d'électricité, confrontés à la panne des locomotives et à la pénurie de pièces, les défenseurs s'enfoncent peu à peu dans l'impuissance. Il en résulte des scènes dignes du passé, trains immobilisés, stocks de munitions à l'abandon, hôpitaux fonctionnant à la lumière des bougies. La guerre psychologique, elle, s'infiltre partout. Des tracts lâchés par drones, des messages diffusés sur les ondes ou par haut-parleurs incitent à la reddition et rappellent l'étau qui se resserre. À Kupiansk, des milliers de soldats reçoivent des injonctions à déposer les armes, assorties de promesses de traitement humain et de garanties de survie. L'idée d'un siège interminable, sans espoir de secours, ronge les esprits et fait vaciller la volonté de résister. Cette tactique puise ses racines dans les sièges médiévaux, où l'ennemi tentait de briser la résistance par la peur et la lassitude. Les exemples abondent. À Liman, l'isolement progressif a empêché toute retraite organisée. À Pokrovsk, les frappes sur les voies ferrées ont coupé la ville de ses soutiens, tandis qu'à Sumy, les quartiers privés d'énergie basculent dans l'obscurité. À chaque fois, la mécanique reste identique, isolée, épuisée, déstructurée. À Pokrovsk, une chaîne humaine de civils a tenté de ravitailler une troupe encerclée, mais a été dispersée par des frappes de drones. Les résultats sont déjà tangibles. Les unités ukrainiennes, privées de ravitaillement et d'autonomie, voient leur efficacité s'éroder jour après jour. Le moral s'effondre, les désertions et les redditions se multiplient. Surtout, la désorganisation tactique se propage par effet domino sur l'ensemble du front, ouvrant des brèches que l'adversaire exploite sans avoir à risquer de grandes offensives coûteuses. Un rapport interne évoque une baisse de 50% du taux de rotation des effectifs sur certains secteurs. Chaque journée sans solution aggrave la situation. Les pertes matérielles s'accumulent.
la lassitude gagne les rangs, et le spectre d'une série de capitulations collectives devient crédible. Ce n'est plus la force brute qui décide, mais la capacité à user l'adversaire jusqu'à la rupture interne. On retrouve ici la stratégie de la guerre de 100 ans, où l'Angleterre et la France s'effondraient souvent plus par lassitude que par défaite militaire franche. Sous nos yeux, une guerre d'usure nouvelle génération s'impose, où la technologie et la psychologie sont des leviers aussi décisifs que l'artillerie. Mais cette approche implacable ne risque-t-elle pas de transformer la guerre elle-même et d'en bouleverser les conséquences? Cette dynamique d'usure soulève des questions cruciales sur l'avenir du conflit et sur la capacité de l'Ukraine à tenir face à une pression si multidimensionnelle. Les prochains développements pourraient bien redéfinir les équilibres régionaux et mondiaux. Un diplomate européen le résumait ainsi: « Ce qui se passe ici écrira les règles des conflits de demain. » Sommes-nous témoins d'un effondrement silencieux de vastes portions du front ukrainien sous l'effet d'une stratégie méticuleusement renouvelée? Les frappes sur les réseaux logistiques et énergétiques ne sont plus de simples avertissements. Elles obéissent désormais à un cycle minutieux, conçu pour asphyxier le ravitaillement, épuiser les mécanismes de relève et isoler systématiquement chaque garnison. À chaque salve, la pression monte sur les agglomérations majeures. Ce schéma, déjà éprouvé à Kupiansk ou dans la région de Dnipro, pourrait s'étendre à d'autres bastions. Routes coupées, arrières affamées, renforts neutralisés avant même d'atteindre la ligne de front. La perspective d'un blocus intégral cesse d'être un simple scénario. Elle s'impose comme un mode opératoire duplicable à tous les centres névralgiques. On pense ici à la chute de Mossoul en Irak, où les forces assiégées ont succombé moins à la supériorité militaire qu'à l'épuisement logistique. Le recours massif aux drones, notamment la nouvelle génération baptisée Italmaz, bouleverse la dynamique des affrontements. Ces engins associent surveillance constante et frappe chirurgicale, identifient les brèches, ajustent l'artillerie à la seconde, tout en préservant les effectifs. L'ennemi ne frappe plus à l'aveugle. Il analyse, isole, puis frappe là où la défense s'effondre. Lors d'une attaque récente, un drone Italmaz a repéré un dépôt de munitions camouflé, permettant une frappe précise et dévastatrice. Pour les civils, le quotidien devient insoutenable. Les coupures d'électricité se répètent, les infrastructures vitales sont anéanties, les nuits plongent dans le froid et l'obscurité. Le moral s'effondre, l'incertitude s'installe, tandis que des rumeurs de percées russes précipitent l'exode de dizaines de milliers de personnes. Un maire de petite ville déclarait « Nous vivons dans la peur, sans savoir si demain nos enfants pourront aller à l'école ou s'il faudra fuir. » Chaque interruption de service n'est plus un incident logistique. C'est une arme psychologique qui mine la résistance. Face à cette pression extrême, l'armée ukrainienne doit se réinventer ou céder. Peut-elle compenser la perte de mobilité, repenser sa chaîne de commandement ou déployer des contre-mesures technologiques face à la menace des drones? Tout dépendra de sa capacité d'innovation et de résilience. Sans réponse adaptée, la chute de points stratégiques pourrait s'accélérer, bouleversant l'équilibre de toute la ligne de front. Une leçon que les forces françaises ont apprise en Algérie, lorsqu'elles ont dû s'adapter face à la guerre de guérilla. L'issue de cette guerre d'usure ne dépendra pas seulement des combats visibles, mais bien de la faculté de chaque camp à absorber et retourner cette pression hybride. Une incapacité à s'adapter pourrait provoquer non seulement la perte de positions essentielles, mais aussi une recomposition profonde des rapports de force dans la région. L'histoire montre que les conflits où l'innovation l'emporte sur la force brute redéfinissent toujours les frontières et les équilibres. La stratégie russe ne vise donc pas uniquement la conquête territoriale, mais cherche à imposer un nouveau type d'instabilité. Comment l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils contrer cette pression multiforme? Faut-il revoir les doctrines de défense, renforcer la protection des infrastructures ou investir massivement dans la guerre électronique? Ce conflit ne bouleverse pas seulement le champ militaire. Il ébranle nos convictions profondes sur ce qu'est la sécurité à l'ère moderne. Il met en lumière la nécessité de penser la défense au-delà des canons et des chars, en intégrant la dimension psychologique, logistique et technologique. Pour anticiper la suite, il faut saisir les nouvelles règles du jeu que révèle cette guerre hybride. L'une des leçons majeures, l'extrême fragilité des infrastructures vitales. Réseaux électriques, voies ferrées,
usines de production, tout site indispensable devient une cible. Leur défense n'est plus une question d'ingénierie, mais de survie nationale. Un simple transformateur détruit peut priver une région entière d'approvisionnement pendant des semaines. Sous la menace d'un encerclement méthodique et d'un isolement logistique, les stratégies anti-blocage deviennent cruciales. Réinventer les circuits d'approvisionnement, prévoir plusieurs routes, constituer des réserves à l'avance. Ces choix peuvent, parfois, sceller le destin de dizaines de milliers de soldats comme de civils. Une logistique robuste n'est plus un luxe, mais la clé de toute résistance durable. Durant la Seconde Guerre mondiale, le succès des convois de ravitaillement alliés a souvent fait la différence sur le front. L'essor fulgurant des armes électroniques et des contre-drones change la donne. Brouilleurs, radars capables de repérer les drones minuscules, systèmes de neutralisation à distance. Ces outils sont déployés partout. Maîtriser ces technologies, c'est prendre une longueur d'avance, car l'affrontement ne se limite plus au choc des armes, mais s'étend à une guerre où l'information et la confusion deviennent létales. Un bataillon ukrainien a récemment réussi à neutraliser une attaque de drone grâce à un brouilleur improvisé, sauvant ainsi une position clé. Mais la bataille ne se joue pas uniquement avec des machines. L'ennemi investit le terrain psychologique, diffusant rumeurs et messages démoralisants pour miner la cohésion. Tenir le moral, renforcer la confiance dans la chaîne de commandement, soutenir ceux qui tiennent la ligne. Voilà ce qui peut faire basculer l'issue lorsque la peur et la désinformation deviennent des armes à part entière. Un officier encourageait ainsi ses hommes. Tant que nous croyons en notre mission, nous restons invincibles. Ces enseignements dépassent largement l'Ukraine. Toute nation exposée à de telles stratégies hybrides doit intégrer ces nouvelles réalités. Se reposer sur la force brute ou des doctrines anciennes, c'est s'exposer à l'échec, à la perte de souveraineté, à l'effondrement de la sécurité collective. Les experts militaires recommandent déjà l'élaboration de plans de défense spécifiques aux infrastructures et la formation de brigades spécialisées dans la guerre électronique. L'enjeu est colossal. L'impréparation condamne à subir, tandis qu'une adaptation rapide peut sauver des dizaines de milliers de vies et préserver l'indépendance. Dans un monde où chaque offensive mêle violence, ruse et guerre psychologique, seuls ceux qui anticipent et innovent auront une chance de résister. L'échec de l'armée française en Indochine, faute d'adaptation, en est un triste exemple. Mais que se passe-t-il concrètement sur le terrain, face à cette pression multidimensionnelle? Pour comprendre la dynamique de la bataille, il faut plonger au cœur des positions ukrainiennes les plus exposées. À Kupiansk, par exemple, des soldats témoignent que leur plus grande peur n'est plus l'attaque directe, mais le sentiment d'être isolés, coupés du reste du monde. La prochaine victoire ne se lira peut-être pas sur une carte, mais dans la capacité à garder le contrôle, même lorsqu'on avance dans l'ombre. Préparer chaque unité à l'autonomie, renforcer la résilience mentale, multiplier les routes d'évacuation. Autant de mesures qui peuvent inverser le cours du conflit. À l'ère des drones omniprésents et des réseaux numériques, les lignes de front ne sont plus fixes. Elles glissent dans les esprits, se faufilent à travers les écrans, brouillent les repères. Aujourd'hui, chaque attaque et chaque mouvement de troupes s'accompagne d'une véritable bataille pour le contrôle de l'information, de la logistique et des énergies. Les réseaux sociaux deviennent eux-mêmes des champs de bataille, où la désinformation peut retourner l'opinion publique en quelques heures. En Ukraine, ce que nous voyons dépasse le choc des blindés ou l'avancée des fantassins. C'est l'émergence d'une guerre nouvelle, celle où, plus que la puissance de feu, compte l'art de désorganiser, d'isoler, d'user l'adversaire jusqu'à l'épuisement, physique mais surtout mental. On pense à la guerre du Vietnam, où l'épuisement psychologique a eu raison de la volonté américaine plus que les pertes sur le terrain. Les frappes précises contre les infrastructures, les encerclements progressifs, la diffusion de rumeurs pour miner le moral, tout participe à une pression constante, invisible, mais redoutable. Désormais, la guerre se gagne aussi dans la gestion des récits, la manipulation des perceptions, la capacité à semer le doute. Maîtriser ces leviers, c'est pouvoir inverser la dynamique d'un conflit sans jamais franchir une frontière au sens classique. Les stratèges parlent aujourd'hui de « guerre cognitive », où l'esprit du soldat est la première cible. Dans ce contexte mouvant,
La vigilance devient une nécessité vitale. Comprendre ces mécanismes, c'est anticiper les prochaines étapes et refuser de laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. Fermer les yeux sur cette réalité hybride, c'est risquer de perdre non seulement sur le terrain, mais aussi dans l'arène de l'opinion, où se forgent les victoires d'aujourd'hui. Les gouvernements doivent investir dans l'éducation aux médias pour que chaque citoyen soit capable de démêler le vrai du faux. Il faut plus que jamais interroger les récits dominants, chercher l'information au-delà des apparences et se rappeler que la vraie force réside désormais dans la maîtrise des flux. Flux d'énergie, de données et surtout d'idées. Dans une guerre hybride où tout devient cible et vecteur d'influence, chaque citoyen doit exercer sa lucidité. Des ateliers de préparation psychologique sont déjà organisés dans certaines régions d'Ukraine pour aider la population à résister à l'intimidation et à la propagande. Rester attentif, c'est la seule façon de ne pas devenir un spectateur passif de son propre destin. Dans ce monde en mutation, comprendre la guerre hybride, c'est refuser l'impuissance et choisir l'action. C'est au fond la leçon la plus précieuse de notre époque.